Mesdames et messieurs, tout l'honneur est pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à remercier le docteur Abdou-Jalil Zougar, directeur de ce honorable institut, d'avoir accepté et organisé cette rencontre. Je remercie Monsieur le directeur du musée de Banque-Marie pour sa présentation élogieuse. Je remercie également Madame Naïma qui a veillé à l'organisation de cette rencontre. Mon intervention d'aujourd'hui va comprendre 3 volets. En premier lieu, je parlerai de la peinture comme elle était au XIXe siècle et bien avant et quelle était la position des artistes peintres. Puis j'entendrai la révolution qui s'est produite dans les arts plastiques à cause de l'invention de la photographie. Et pour finir, la relation de l'art plastique, comment il s'est mobilisé pour mettre en valeur et préserver le patrimoine particulièrement marocain. Au départ, le mot peinture vient du mot latin pintal, qui avait engendré l'adjectif pictural. Quant au terme d'artiste, il était attribué depuis le Moyen-Âge aux personnes qui pratiquaient les beaux-arts d'une façon permanente et professionnelle. Et pendant la période faste de la Renaissance italienne du XVe siècle, il y avait 2 artistes qui avaient une notion tout à fait particulière du rôle et de la position de l'artiste peintre. Pour Michel-Ange, celui qui a peint pendant 4 ans, couché sur son dos, le plafond de la chapelle Sixtine de Rome, pour Michel-Ange, l'artiste peintre est un être au-dessus de la société. C'est un créateur. C'est exactement le thème qu'il avait lancé du haut de son échafaudage de 9 mètres au pape Gilles II, qui lui faisait des remarques sur son travail à la chapelle Sixtine de Rome. Il dit, vous n'êtes que le représentant du créateur. Or, moi, je suis un créateur. Laissez-moi travailler. Il fallait vraiment être un Michel-Ange pour pouvoir s'adresser de cette manière-là à un peintre comme Gilles II qui était véritablement violent. Et puis, il y avait Léonard de Vinci, le fameux tableau de la Joconde, qui avait tranché d'une façon acerbe la position de l'artiste par rapport à l'artisan. En s'adressant à un artisan, il a dit, faites votre métier. Votre métier, c'est de menuisier, c'est de raboter, c'est de maçonner, c'est de faire, c'est de poser. Quant à savoir ce que j'ai dans mon esprit, vous ne le saurez jamais, car ce serait contre ma dignité. Pour entrer dans le vif du sujet, voyons comment se présentait la peinture au début du XIXe siècle. Pourquoi le début du XIXe siècle? Parce que c'est dans cette période qu'il va y avoir un véritable bouleversement de valeurs, un véritable changement dans le monde de l'esthétique, quelque chose d'unique dans l'histoire de la peinture. Au début du XIXe siècle, il y avait 2 écoles artistiques qui se disputaient la suprématie. Il y avait l'école romantique, avec comme chef de file notre ami Eugène Delacroix. J'ai dit notre ami parce qu'il avait visité le Maroc en 1832, au temps du sultan Mourad Ahmed, quand il avait accompagné le comte de Mornay, ambassadeur du roi Louis-Philippe de France. Et Eugène Delacroix avait réalisé un très beau tableau du sultan Mourad Ahmed monté sur son cheval. C'est un tableau qui fait 2,20 m sur 1 m et qui est exposé actuellement au musée de Dijon en France. Et puis il y avait l'école classique, avec comme chef de file des ténors tels que Jérôme, Puvis de Chavannes, Jean-Auguste Dominique Ingres en particulier. Une remarque, à mon sens, très importante, qui va vous permettre de bien comprendre comment était la peinture en ce début du XIXe siècle, bien avant, et quelle était la position et le comportement des artistes peintres. C'est que toutes les écoles et tous les mouvements artistiques qui ont jalonné 4 siècles de peinture, c'est-à-dire depuis la Renaissance italienne du XVe siècle jusqu'à l'école classique romantique du XIXe, dont j'ai parlé, toutes ces écoles et tous ces mouvements ont toujours respecté des règles traditionnelles, des règles strictes, des règles immuables, que l'artiste peintre devait obligatoirement pratiquer dans ses œuvres pour pouvoir se présenter devant un jury officiel afin d'espérer exposer au salon officiel.
Le salon officiel, c'était un véritable événement et c'était une vaste galerie qui pouvait contenir 3 à 4 000 tableaux. Car avant, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aucun artiste n'avait le droit d'exposer librement à titre individuel ou collectif. Non. Il devait se présenter devant un jury, donc fournir des explications sur le choix de son thème, sur le plan philosophique et sur le plan historique, parce qu'il y avait des historiens qui se basaient sur des tableaux pour écrire certaines séquences de l'histoire, comme par exemple la mode vestimentaire, comme la gastronomie, comme des batailles militaires, etc. Il devait également fournir des explications sur la construction technique et mathématique de son œuvre. Une œuvre, elle se construit. On ne peut pas construire une maison sans fondation. Et les fondations d'une œuvre d'art, ce sont ces règles immuables qui ont jamais eu siècle. C'est par exemple la règle de proportion et de perspective. C'est la règle, par exemple, du clair-obscur, avec le jeu des ombres et des lumières, qui fait ressortir d'une façon imaginaire le sujet de la surface de la toile. C'est la règle des volumes tournants, la règle du point de fuite, la règle du point d'or, etc. Il devait également fournir des explications sur le choix des couleurs et la préparation des couleurs, parce qu'avant, les couleurs ne se vendaient pas dans les tubes comme aujourd'hui. C'était soit l'artiste peintre, soit ses apprentis qui les préparaient à partir de produits naturels. Et c'est seulement lorsque ces œuvres sont acceptées à être exposées au salon officiel, reconnues et consacrées comme artiste peintre. Pas artiste peintre parce qu'on savait dessiner, mélanger les couleurs et barbouiller n'importe quoi sur l'histoire. Non. On était artiste peintre parce qu'on avait une véritable assise intellectuelle, technique et artistique. Et pour vous donner une idée de la virulence et de l'intransigeance de ce jury officiel, eh bien, notre ami Eugène Delacroix s'était présenté 7 fois pendant 14 ans devant le jury. Et cette fois, il a été refusé. Même lorsqu'il avait présenté son fameux tableau gigantesque intitulé La mort de Sardanapale. Un tableau qui fait 4,85 m sur 3,95 m. Un tableau qui lui a demandé 2 ans de travail continu et acharné. Eh bien, ce tableau a été refusé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le jury lui a fait savoir, monsieur, vous avez déformé l'histoire. Sardanapale n'a jamais fait ce que vous avez peint dans votre tableau. Parce que Delacroix, c'était le romantisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imaginé que Sardanapale, au moment où les armées ennemies s'approchaient de sa capitale, c'était un roi assyrien. Il a commencé à tuer ses femmes, à détruire ses trésors, à tuer ses chevaux, etc. Sardanapale n'a jamais fait ça. Donc, un tableau refusé. Aujourd'hui, ce tableau se trouve au musée du Louvre à Paris. Lorsque j'avais demandé quelle était sa valeur financière, on m'a dit, monsieur, c'est un secret d'État. Vous vous rendez compte? Un tableau refusé en 1838, aujourd'hui, sa valeur est un secret d'État. Pour montrer combien parfois le temps change les choses. Et comme l'avait dit François Mitterrand, président de la République française, le temps est le plus grand ennemi du temps. Et bien avant lui, le philosophe Voltaire avait dit, inutile de vous venger de votre ennemi. Le temps le fera à votre place. Donc, en ce début du 19e siècle, il y avait cette loi de l'Académie, ce jury officiel qui était un véritable frein à toute émancipation de la peinture. C'était un véritable examen pour que les peintres, pas les artistes, parce que les peintres soient reconnus comme artistes peintres. Il y avait également des artistes peintres classiques de l'école classique qui se considéraient comme les parrains de tous les peintres et comme les gardiens du temple de la tradition. J'exigeais que les peintres ne devaient traiter que des thèmes grandiloquents, des thèmes issus de la religion, des thèmes issus de la mythologie gréco-romaine, la célébration des événements historiques, la glorification des rois, des empereurs et de leur entourage. Donc, les artistes peintres de cette période pensaient qu'ils allaient rester les éternels répétiteurs du passé, sans aucun changement majeur, ni dans les thèmes, ni dans la façon de travailler, ni même dans les couleurs, ni dans les lieux de travail, parce qu'ils travaillaient dans des ateliers avec des lumières artificielles. Voilà comment se présentait la peinture en ce début du 19e siècle. Et soudain,
un véritable coup d'éclat se produit dans le monde de l'esthétique. Une date précise à retenir, 1825. Après des années de recherche et d'expérimentation, un savant français du nom de Nicéphore Niepce arrive pour la première fois à obtenir une image positive d'une scène sur une plaque de verre induite de bitume par l'alliance de l'optique et de la chimie. Mesdames et messieurs, la photographie venait de voir le jour pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. En raison de la publicité qui avait entouré ces expériences, il était attendu et évident que cette invention n'allait pas être reçue les bras grands ouverts, bien au contraire. Elle a été combattue par des écrivains comme Émile Zola, par des poètes comme Baudelaire, l'homme de l'albatros et du fleur du mal, qui ont considéré comme une hérésie l'utilisation de la photographie dans la peinture, et que d'après eux, c'était contre l'imagination et contre la raison, ce qui n'est pas vrai. Elle a été combattue par les artistes peintres classiques de l'école classique, qui ont continué à peindre d'une façon super minutieuse pour pouvoir la concurrencer, ce qui n'était pas possible. Il y a eu même un manifeste, aujourd'hui on dira un communiqué de presse, un manifeste rédigé et signé par deux grands peintres de l'époque, Puvis de Chavannes et Jean-Auguste Dominicain, par lequel ils considéraient que l'utilisation de la photographie dans la peinture était une véritable profanation de l'art. Vous vous rendez compte, profanation. Et comme de l'hypocrisie. Lorsque l'un des rédacteurs et signataires de ce manifeste, lorsqu'il est mort, on a trouvé une succession dans son héritage des milliers de clichés photographiques utilisés pour faire ce tableau. Il était en train de combattre la photographie et il était en train de l'utiliser pour faire ce tableau. Et là, je me permets de vous transmettre une très belle citation du romancier américain Ernest Hemingway qui avait dit « Dans la vie, il ne faut jamais croire ce que dit un homme. Il faut surtout voir ce qu'il fait. » C'est très important. 4 ans après, 1829, un autre savant français du nom de Daguerre arrive par une opération chimique à base d'urdure d'argent à réduire le temps de pause de 8 minutes à 1 minute. Vous vous rendez compte? Au début de la photographie, il fallait rester 8 minutes assis, immobile, devant l'objectif de la caméra pour obtenir une photographie. Il n'y a que ça. Vous voyez maintenant à quoi nous sommes arrivés en photographie. 20 ans après, 1849, un autre savant français et politicien est arrivé à faire voter par le Parlement français la loi sur la photographie. Par cette loi, la France devient propriétaire de cette invention. Elle en fait donc à l'humanité, elle dédommage bien entendu les deux savants. 20 ans après, 1869, pour la première fois dans l'histoire, les méthodes et les techniques de la photographie sont enseignées à l'école de Beaux-Arts de Paris. En 40 ans. En 40 ans, la photographie s'est développée. Elle s'est affirmée, elle s'est imposée dans le monde de l'esthétique. Quelles étaient les conséquences d'un tel développement rapide? Les conséquences étaient nombreuses. Je vous citerai les plus fondamentales qui ont sensiblement réduit et amenuisé les revenus des artistes peintres. Vous avez les gens qui ont commencé à préférer aller chez un photographe et après 1 minute de pause, ils ont un portrait identique à la réalité, au lieu d'aller chez un artiste peintre et après plusieurs séances de pause fatigantes, obtenir un portrait ressemblant. Parce qu'en peinture, on ne peut pas avoir un portrait identique à la réalité. Ressemblant. Deuxième conséquence, le marché a été noyé de posters représentant des monuments historiques, représentant des scènes quotidiennes, représentant des paysages. Et les gens ont commencé à préférer acheter ces posters très bon marché au lieu d'acquérir une œuvre d'art qui coûte cher. Et puis, une conséquence de taille, c'est que les commandes des batailles militaires par lesquelles les artistes peintres ont jolivé les exploits des rois, des empereurs et de leur armée, eh bien ces commandes ont complètement disparu, comme parce qu'il y a eu des reportages photographiques en direct, en plein champ de bataille, comme ceux qui ont eu lieu pendant la guerre de Crimée en 1852, ou 4 ans après, pendant la guerre d'Italie, et également pendant la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Comment allaient réagir les artistes peintres devant l'envahissement
de la photographie. Parce que c'est leur survie qui est en jeu. Une petite remarque au passage, c'est que tous les artistes peintres qui ont révolutionné la peinture, ils sont nombreux, mais j'ai aussi quelques-uns. Renoir, Pissarro, Claude Monet, Édouard Manet, Berthe Morisot, Cézanne, Caillebotte, Basile, etc. Tous ces artistes n'étaient pas encore nés lorsque la photographie a vu le jour en 1825. Ils sont tous nés entre 1831 et 1841, c'est-à-dire 10 à 20 ans après l'invention de la photographie. Cela veut dire que ces jeunes artistes ont vécu dans leur univers quotidien le développement et l'envahissement de la photographie. Comment allaient réagir ces jeunes artistes dont l'âge ne dépassait pas 30 ans? Eh bien, ces jeunes artistes se réunissaient tous les jeudis dans un café, ça fait le café d'Herbois au quartier Saint-Germain, à Paris. Tenez-vous bien, il existe toujours à ce jour. Il se trouve juste en face de la station métro Saint-Germain, devant l'église Saint-Sulpice, à 150 mètres du musée de la Croix. Ils se réunissaient tous les jeudis pour discuter de l'avenir de la peinture et de leur devenir, qu'est-ce qu'ils allaient devenir devant la photographie. La photographie représente fidèlement les personnages des choses, alors qu'ils ne peuvent pas le concurrencer. Comme on dit, dans la discussion jaillit la lumière, ils se sont dit, étant donné que la photographie représente fidèlement les personnages et les choses, nous ne pourrons jamais la concurrencer. Alors pour cela, nous n'allons plus être ni des copieurs, ni des imitateurs du passé. Nous allons devenir des créateurs. Et pour devenir des créateurs, ils ont décidé d'abandonner complètement tout ce qui est précis, tout ce qui est minutieux, tout ce qui est classique, et ils se sont orientés vers l'utilisation de la couleur qu'ils ont d'ailleurs manipulée avec une technique tout à fait particulière. Voilà la véritable révolution, à mon sens, sauf erreur de ma part, la véritable révolution qui se produit dans les arts plastiques depuis la Renaissance italienne du XVe siècle jusqu'à nos jours. Je dis bien depuis la Renaissance italienne du XVe siècle jusqu'à nos jours. Car même le fameux tableau de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, ou le Grand Nu de Georges Braque, ou les couleurs brutales des fauves, ou l'interprétation du subconscient par les surréalistes, ou les ready-made de Marcel Duchamp, ou le pop art d'Andy Warhol, n'ont pas créé de révolution. Ils ont créé des courants. Un courant, il fait son temps, il passe, et parfois il disparaît plus rapidement que sa naissance. La révolution, généralement, elle dure. Et celle-là, elle dure jusqu'à nos jours. Elle n'a pas cessé de soulever maintes polémiques. Comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé il y a un instant, aucun artiste n'avait le droit d'exposer librement à titre individuel ou collectif. Il devait se présenter devant un jury pour espérer exposer au salon officiel. Et le salon de 1863 ouvre ses portes. Et tout le monde, tous les peintres devaient se présenter devant le jury. À cette époque, Londres, la capitale d'Angleterre, était considérée comme la capitale du commerce international et du développement du capitalisme mondial. Par contre, Paris, capitale de la France, était considérée comme la capitale de la culture, de la mode, de la gastronomie et des beaux-arts. Et tous les artistes d'Europe voulaient venir à Paris pour se présenter devant le jury, espérer exposer au salon officiel afin d'être reconnus comme artistes. Pour ce salon de 1863, sur 5000 tableaux présentés, il y a eu 2800 refusés. Un véritable scandale. La France a été divisée en deux. Même le fameux tableau d'Édouard Manet intitulé Le déjeuner sur l'herbe, ben ce tableau aussi a été refusé. L'impératrice Eugénie de Montéjoux, la femme de l'empereur français Napoléon III, avait déclaré que ce tableau offense la pudeur, il devrait être détruit et que son auteur devrait être emprisonné. Vous voyez quelle valeur on donnait au tableau. S'il n'y avait pas eu un article écrit par l'écrivain Émile Zola sous le titre Où se trouve la pudeur, peut-être ce tableau aurait été détruit. Ce tableau, aujourd'hui, se trouve au musée d'Orsay à Paris. Il est considéré comme le précurseur de la véritable révolution plastique dans le monde, pour montrer encore une fois comment les choses changent. Alors, que va-t-il se passer?
2800 tableaux refusés. Donc presque 2000 artistes peints. Eh bien, l'empereur français Napoléon III décida alors de permettre à tous ceux qui ont été refusés d'exposer librement, sans aucun jury, sans aucune récompense, et laisser le public seul juge de la situation. C'est ce qu'on a appelé le salon des refusés, qui est à l'origine de la liberté d'exposer que nous connaissons aujourd'hui. Le premier jour de ce salon des refusés, il y a eu 127 personnes qui sont passées. Je n'ai pas dit qu'elles ont visité, elles sont passées. Elles sont rentrées par une porte, sont sorties par une autre porte, sans rien voir, sans rien acheter. Pendant sa durée, il y a eu 3000 visiteurs contre 400 000 visiteurs pour le salon officiel. Pour vous montrer combien la peinture classique et académique était bien ancrée dans l'esprit du public, qui n'arrivait pas à comprendre cette nouvelle peinture avant-gardiste, avec ses couleurs chatoyantes, avec ses paysages peints directement sur le motif, avec des thèmes nouveaux, c'est la défense des pauvres, c'est la défense des ouvriers, etc. Et les journalistes et les critiques d'art ont massacré ces jeunes artistes avec toutes les insultes et tous les colibés inimaginables des bas-fonds de Paris. On les a traités de fous, d'incapables, de pourrisseurs de l'âme, de névrosés. Et mieux encore, on les a traités d'anarchistes. C'est comme si vous dites à quelqu'un aujourd'hui que c'est un terroriste. Et pourtant, et c'est là la meilleure leçon à tirer, ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à lutter parce qu'ils croyaient en leur destin. Malgré leurs problèmes financiers, parfois ils n'arrivaient même pas à trouver de l'argent pour se nourrir ou pour acheter la peinture. L'artiste peintre Claude Monet avait écrit une lettre à l'écrivain musulman en lui disant « Ma femme est malade, nous n'avons même pas de quoi chauffer l'eau dans la maison. Tu me prêtais un louis ou deux louis, les fameux louis d'or. » Ils n'ont pas abandonné, ils ont continué à lutter. Certains parmi eux ont connu la gloire et la célébrité de leur vivant. D'autres ont eu une véritable revanche post-mortem. Et comme l'avait dit Sa Majesté Hassan II, les batailles de la vie ne sont pas gagnées ni par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent pas. Il ne faut jamais abandonner dans la vie. À cause de l'invention de la photographie, l'artiste peintre a été détrôné de son pédestal de témoin de son époque. Titre qui revient au photographe. À cause de cela, l'artiste peintre s'est trouvé dégagé de toute obligation envers des règles ancestrales qui ont jalonné les siècles et qui ont engendré les grands maîtres que nous connaissons comme Rembrandt, Velázquez, Véronèse, Vermeer, et j'en passe. L'artiste peintre pourra alors donner en néant à tout ce qui l'entoure des formes et des couleurs. C'est la liberté totale, sous le couvert de la liberté d'expression. La publicité et le commerce avaient glorifié quelqu'un qui travaille avec les deux mains, un autre qui utilise des brochures sociaux, un troisième qui peint avec les pieds. Les médiocres et les incapables de dessiner et de construire une œuvre d'art trouvent ici un terrain propice pour s'épanouir et pour montrer qu'ils innovent ou qu'ils font des recherches. Certains artistes ont usé et même abusé de cette liberté intellectuelle et technique de telle sorte. Ils ont commencé à utiliser n'importe quel matériel, soit qu'ils l'ont transformé, soit qu'ils l'ont détourné de sa destination finale pour créer des œuvres qui n'ont aucun rapport avec les règles de la beauté, de l'esthétique et de l'art. Et j'irai plus loin. J'irai plus loin en vous disant que la définition même du mot peinture en tant qu'art de peindre ne peut s'appliquer à ces œuvres si éloignées des règles de la beauté et de l'art. Pour les désigner, il faut un autre mot que celui de peinture. Ce mot n'existe pas encore. Il faudra certainement un jour l'apprendre. Devant cette situation, beaucoup de peintres conscients de la valeur des arts plastiques dans la civilisation d'un pays ont réagi pour mettre en valeur aussi bien le peintre que la peinture. Ils ont commencé à s'intéresser à tout ce qui concerne l'identité d'un pays
à tout ce qui concerne son patrimoine, à tout ce qui concerne son histoire. Et pour cela, la peinture est devenue une forme de documentation visuelle qui fixe sur les toiles les paysages, les monuments historiques et également les scènes quotidiennes. Pour revenir au Maroc, il faut dire les choses comme elles sont. Nous n'avons pas une histoire séculaire dans les arts plastiques, il faut le reconnaître. Les arts plastiques au Maroc ont commencé dans les années 60 du siècle dernier. Mais les artistes marocains excellaient davantage dans la calligraphie, dans la sculpture sur bois, sur du cuivre, sur du plâtre. Également, ils excellaient dans les enluminures avec les arabesques finement travaillés et bien stylisés. Et les arts plastiques au Maroc, comme je l'ai dit, ont commencé dans les années 60 du siècle dernier, qu'on représente 60 ans ou même 100 ans par rapport à 5000 ans d'histoire de Chine, par rapport à la période sumérienne en Mésopotamie, par rapport même à la période des pharaons d'Égypte, et même à l'histoire de Rome, un epsilon. Et malgré cela, le génie créatif des artistes peintres marocains et leur puissance d'adaptation leur ont permis de s'imposer aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Après l'indépendance, il y a eu ce qu'on appelle les précurseurs dans les arts plastiques qui étaient influencés par les courants européens, comme le cubisme, comme le surréalisme, comme l'abstraction, comme d'autres formes d'expression artistique. Le spectateur marocain, n'ayant pas encore une véritable éducation artistique, pensait que les arts plastiques c'était ça. Donc c'était ces expressions modernes. Finalement, beaucoup d'artistes peintres marocains ont réagi à cette situation en essayant de se diriger vers la figuration pour exprimer sur leur toile ce que le spectateur marocain pourra comprendre très facilement. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à s'intéresser au patrimoine et à l'identité marocaine. Sur les toiles, on a commencé à découvrir des scènes quotidiennes, les ruelles des Médina, les coutumes, les traditions et surtout aussi les monuments historiques. Donc la peinture est devenue une véritable documentation visuelle qui permet aux spectateurs de se rendre compte de son héritage culturel et de son héritage historique. Et personnellement, je me suis beaucoup intéressé au Kasbah, puisque presque la majorité de mes tableaux représentent les Kasbahs du sud marocain. Elles représentent également des choses symboliques, comme par exemple les chameaux qui symbolisent les caravanes qui ont traversé les étendues du Maroc, comme le cheval qui représente les fantasions de différentes. Il y a également des artistes peintres qui se sont intéressés aux personnages de différentes régions, en décrivant leurs costumes, leurs traditions et leurs coutumes. Il y a également des artistes peintres qui se sont intéressés aussi à l'artisanat, parce que l'artisanat, quand même, c'est un patrimoine qu'il ne faut pas oublier. Donc, je considère que la peinture est une forte puissance pour préserver le patrimoine en capturant, en interprétant, en préservant les éléments du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel. Je vous remercie pour votre attention. Si profonde, si intéressante, qui a brassé un peu les origines de l'art, de la notion de l'art, de l'évolution de l'art en Europe et ses répercussions sur l'art marocain, ainsi que l'évolution moderne et actuelle de l'art marocain, et bien sûr sa tendance à avoir un rôle de sauvegarde du patrimoine national à travers, bien sûr, le report du patrimoine culturel, matériel et immatériel. C'était très bien dit, très clair, très pédagogique pour un étudiant ou pour un public lambda. C'est vraiment très instructif. Je vous en remercie encore une fois. Et j'invite là le public, s'il a des questions à poser,
si Afif Benani aura la gentillesse de répondre à toutes les questions posées par les étudiants et par l'audience en général. Allez-y, n'hésitez pas.